Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, c'est commencé, Raphaël. Ça l'enregistre. Re-bienvenue au podcast Indépendance financière et hypothèque. Super content de t'avoir aujourd'hui. On va commencer par te représenter. Parce que, bon, c'est ça, les gens, ils écoutent des podcasts parfois, puis ils n'ont pas tout écouté, évidemment, les podcasts dans le passé. Je te laisse te présenter. Oui, bien, c'est ça. Je suis dans les Laurentides. J'ai 25 ans. Je m'appelle Raphaël Delamare et je suis conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective. Ça, c'est mes titres officiels. On va parler plutôt de placement aujourd'hui. On va parler plus de comment placer son argent par rapport aux 5 étapes. Parce que ça, c'est le concept d'aujourd'hui. C'est ça qu'on s'est dit. On cherchait, OK, un angle. Puis là, on s'est dit, parfait, moi, j'ai un framework. J'appelle ça les 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière. Les 5 étapes, c'est rembourser toutes ses dettes. 2, accumuler sa mise de fonds / son fonds d'épargne, son fonds d'urgence. Excusez. Ensuite, on achète la propriété. Ensuite, on investit pour l'indépendance financière. Et 5e étape, on rembourse l'hypothèque. Donc là, à chaque étape, dans le fond, on va regarder avec toi qu'est-ce que tu ferais ou où est-ce que tu vas être impliqué, c'est quoi ton expérience avec tes clients, puis à quoi qu'on devrait penser quand on est rendu à cette étape-là. Oui. Ça, on commence avec la première étape qui est au niveau des dettes. C'est de rembourser les dettes. Moi, je suis absolument d'accord avec toi parce que si on parle, admettons, de mauvaises dettes, là, comme une carte de crédit, là, on s'entend qu'une carte de crédit, là, c'est à peu près 18, 19, 20 d'intérêt. Pour avoir un placement à 18, 19, 20 d'intérêt, là, c'est presque impossible d'avoir ça garanti. Mais en fait, c'est impossible d'avoir ça garanti. Là. Fait que la première étape, c'est de se libérer de l'endettement. Tout à fait d'accord. Il y a plusieurs stratégies comme ça. Comme la première qu'on voit souvent, c'est la méthode de boule de neige là, qui t'explique justement, je suis d'accord avec ça, de prendre une dette, d'en rembourser, puis après ça, focusser sur une autre. Fait que vraiment de prendre les différentes dettes qu'il y a, comme les cartes de crédit, d'aller vers les plus grosses aussi, là, comme la carte de crédit, c'est comme la plus grosse en termes d'intérêt. Une marge de crédit va souvent être inférieure en taux d'intérêt qu'une carte de crédit. Fait que, tu sais, tout ce que tu expliques puis que tu apportes dans le podcast, tout ça, là, moi, je suis d'accord avec ça. On rembourse les dettes en premier. Lorsque les dettes sont remboursées, on va au niveau de la mise de fonds. Ça, on en a déjà parlé un peu. Stratégie de mise de fonds, on parle aussi du CELIAP. Le CELIAP, c'est quoi? C'est un compte d'épargne pour l'achat d'une première propriété. Comme tu le sais, là, Frédéric, là, de plus en plus, là, on en voit, là, ça existe depuis bientôt 2 ans, le CELIAP. C'est pour l'achat d'une première propriété, puis en mettant de l'argent dans ce compte-là, on va avoir une économie d'impôt qui va venir réduire notre salaire imposable. Tu sais, si on met un 8 000, qui est le maximum possible là, par année, on va venir réduire notre impôt là, sur notre salaire de 8 000. Fait que, tu sais, l'impôt payé va être peut-être de 2 000 à 3 000 qu'on va venir réduire là-dessus, là, tout dépendant de votre taux d'imposition. Oui. Donc là, c'est ça, le CELIAP, ça serait, c'est ça, un des premiers comptes. Une fois qu'on a terminé, qu'on a décidé qu'on allait plus aller dans l'endettement, qu'on allait suivre le plan, puis qu'on veut devenir, c'est ça, propriétaire, indépendant financièrement. Puis en plus, là, le CELIAP en 2024, là, on est en novembre 2024, c'est le maximum à 8 000 par année, c'est rendu 16 000 qu'on peut mettre. Si on est un couple, puis qu'on a chacun notre CELIAP, 32 000, ça fait 32 000 de mise de fonds. Ça, c'est vraiment, c'est un incontournable pour sa première maison. Je veux dire, il n'y a même pas de question à se poser. Je devrais-tu le mettre? Je devrais-tu le mettre dans mon REER ou faire le CELIAP? Je veux dire, si tu es pas mal certain de vouloir t'acheter une maison dans le futur, dans les 15 prochaines années, c'est certain que le CELIAP versus le REER, c'est mieux. Oui, tout à fait. Le CELIAP en premier. Lorsque le CELIAP est maximisé, là, la stratégie du RAP-REER peut être mise en place. Mais en premier lieu, le CELIAP, là, définitivement.
Là, évidemment, on l'a pas dit, pendant qu'on rembourse les dettes, on peut faire pause là, parce que tu sais, les gens sont pressés, là, ils ont hâte d'investir, ils ont hâte de commencer à faire de l'intérêt composé. Moi, je dirais qu'à ce moment-là, tu sais, de mettre tu sais, un petit 100 pièces de côté dans son CELI parce qu'on veut commencer justement à l'investir puis que ça fasse des petits versus tu sais, clairer nos dettes. Si on se concentre, on va le faire pour vrai. Tu sais, parce que le problème avec rembourser ses dettes, souvent, c'est qu'on va se dire OK, oui, c'est une bonne idée, c'est vrai, je sais que je ne devrais pas avoir de dette. Mais tu sais, tu y vas comme un petit peu à moitié, puis tu laisses traîner ça. Puis là, tu te dis oh, mon prêt étudiant, il est juste comme 2-3%, je devrais le garder, tu sais. Puis là, tu veux l'étirer le plus longtemps possible, tu sais. Puis là, c'est comme avoir un animal de compagnie, là. Tu veux garder ça, ton prêt étudiant, le plus longtemps possible. Puis, tu sais, garder ça là, jusqu'à temps que tu aies 30-35 ans. Mais non, tu sais, en réalité, là, on s'en débarrasse, puis on passe à d'autres choses, là, tu sais. On passe à d'autres choses, puis tout notre revenu, dans le fond de travail qu'on va avoir, on le respecte là, à ce moment-là, puis on ne paye plus d'intérêt. Puis après ça, on va pouvoir vraiment se concentrer sur oui, là, on va le mettre dans le CELIAP, on va le mettre dans le CELI, puis en tout cas, j'imagine, c'est ça, là, il y a d'autres stratégies qu'on peut faire là, rendu à l'étape numéro 2. Ouais. Si on en revient, mettons, à l'étape numéro 2, ben, il y avait le CELIAP qu'on a parlé. Deuxième chose, pour, admettons, quelqu'un qui vient de se libérer des dettes, là, qui part à zéro fresh, puis pour lui, l'achat d'une maison, ben, tu sais, c'est peut-être plus ou moins important pour l'instant. Bon, commence à mettre un peu d'argent dans le CELIAP. Ben, l'autre chose qu'on va dire aussi, c'est un fonds d'urgence, comme tu en parles. Un fonds d'urgence, on dit en moyenne 3 à 6 mois de dépenses. Fait que quand on parle de 3 à 6 mois de dépenses, c'est par exemple un loyer, ça peut être un paiement d'auto, tout ce qu'il y aurait pour le coût de la vie. Fait que si, mettons, on parle de quelqu'un qui a un paiement d'auto à 500 puis un loyer à 1000, ça fait 1500. Fait que si on parle d'un 3 à 6 mois, ben 3 mois, il faudrait 4500 de côté dans un fonds d'urgence. Soit d'un fonds d'urgence, là, idéalement, il faut que ça soit aucunement risqué. Fait que pas de placement en bourse, des actions, tout ça. On veut que l'argent soit liquide. Qu'est-ce que ça veut dire, liquide? C'est que en cas de pépin, l'argent est facilement d'accès. Je vous donne un exemple d'un placement qui serait pas liquide. On appelle ça des CPG, des certificats de placement garantis. Ça, les CPG, c'est par exemple 4 d'intérêt garanti sur un an. Et là, la banque ou les institutions financières vont dire que pendant ce un an-là, ben, on ne peut pas y toucher. Fait que s'il arrive un pépin, ben là, ça sert à rien si on ne peut pas y toucher. Fait que souvent, les fonds d'urgence, on va mettre ça dans des comptes épargne à intérêt élevé. Ça peut être un marché monétaire, tu sais, vraiment des choses extrêmement sécuritaires, puis que s'il arrive quelque chose, mais en 2, 3 jours, je peux avoir mon argent pour payer ma dette ou payer le pépin qui arrive. Ça, c'est pour le fonds d'urgence. Dès qu'on a accumulé ces 3 mois-là, puis qu'on commence à mettre de l'argent dans le CELIAP, là, après ça, ben, on peut commencer à peut-être plus fructifier puis voir les autres stratégies. Fait que dès que le fonds d'urgence est fait, peut-être pour le CELIAP, on pourrait y aller avec un fonds commun de placement. Dans les fonds communs de placement, j'en ai déjà parlé, là, on arrive dans peut-être un petit peu plus poussé, mais il y a 5 profils distincts. Les 5, c'est prudent, modéré, équilibré, croissance, audacieux. Pour quelqu'un qui veut acheter d'ici 2, 3 ans, là, c'est sûr qu'on va y aller dans quelque chose de prudent, modéré. On ne veut pas y aller dans croissance, là, ça peut apporter un certain risque. C'est pour ça qu'on va y aller peut-être plus prudent, modéré, pour essayer de minimiser le risque. Que si on trouve une opportunité d'achat, ben, l'argent est disponible puis n'est pas en train de descendre ou peu importe selon les risques du marché. Ça peut être peut-être un conseil là, qui est à voir, mais c'est toujours selon votre profil d'investisseur là, à regarder avec votre conseiller, là, bien sûr. Là. Mettons prudent, là, si on investit là-dedans, est-ce qu'on peut quand même perdre de l'argent? Oui. S'il y a jamais, c'est jamais garanti, là, il n'y a jamais quelque chose de garanti, tu peux toujours descendre. Quand on le regarde dans un profil prudent, en fait, là, normalement, il va y avoir une portion d'action. Ça peut être 10% action, 15% action, 20% peut-être même des fois. C'est cette portion-là d'action, ça peut monter comme ça peut descendre. Mettons un exemple typique, là, on va parler d'une action d'Apple. Fait que Apple génère des bénéfices, ça va bien, l'action monte, puis là, ben, tout d'un coup, Apple, ça va moins bien, l'action pourrait descendre. Dans un profil prudent, il peut y avoir des actions de compagnie comme ça. On va avoir aussi une portion qu'on appelle des obligations.
souvent peut-être un 80% d'obligation. Si cette partie-là est souvent safe, ça peut être, comme j'en ai parlé tantôt, des comptes épargne, des CPG, des obligations de compagnie, etc., de gouvernement aussi. Dans le passé, là, on pensait que les obligations, là, ça pouvait presque pas descendre ou tout ça, là, mais on a eu une méchante mauvaise nouvelle en 2022. Le marché des obligations a crashé aussi avec tout ce qui est arrivé en 2022. Fait que oui, ça peut descendre, c'est jamais garanti. Un profil prudent, tout dépendant de ce qu'il y a dedans, là, tu sais, s'il y a des actions, des obligations, tout ça, ça peut descendre. Si on est dans un compte épargne ou un CPG, on s'entend que c'est garanti, fait que ça descendra pas. Oui, c'est ça, parce que le fonds commun de placement qu'on achète, il Ouais, est liquide. ouais, Mais les obligations, eux autres, d'habitude, ça, c'est pas si liquide. non, Normalement, si tu te rends jusqu'à la fin, tu vas l'avoir ton intérêt. Mais si tu dois le vendre avant, ça se peut que la valeur de ton obligation elle est fluctue descendue. pareil. Ouais, Même si à la base, tu te rends jusqu'à la fin, ta valeur, ton intérêt, tu vas l'avoir. Surtout si c'est une obligation ouais, gouvernementale de la ou banque ou c'est peu ça, importe. d'une grande entreprise. Où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chances là, que ça fasse faillite, malgré que les chances ne sont pas zéro. Déjà eu des gouvernements qui ont fait faillite. On ne sait pas dans le futur. Les États-Unis, ça serait surprenant qu'ils fassent faillite parce que c'est eux autres qui contrôlent la monnaie, mais C'est justement tous les dernièrement, autres pays, techniquement, sont à risque. aux États-Unis, là, il y a ce qu'on appelle les bons du trésor. Fait que c'est des Ouais. obligations gouvernementales. C'est le gouvernement des États-Unis qui dit, regarde, moi, j'émets un bon du trésor. Pour quelqu'un qui ne connaît pas un bon du trésor, je l'explique rapidement, là. Par exemple, OK, 4% d'intérêt annuellement. Fait qu'ils sur 1 000 $, ils vont te donner 40 pièces par année. Puis toi, au début, tu dois débourser le 1 000 $. Tu donnes 1 000 $ à la banque, eux vont te donner 40 $ par année. Puis après le terme, après le temps, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe le temps, ils vont te redonner le 1 000 $ initial. Tu sais, toi, en tant que tel, tu n'as presque aucun risque parce que c'est presque impossible que la banque ou le gouvernement des États-Unis ne te redonne pas ton 1 000 $ que tu as mis, là, puis ils vont te donner de l'intérêt annuellement. Fait que c'est très sécuritaire, mais le risque que tu peux avoir, toi, c'est dans 5 ans, j'en ai besoin de 5 000 $, fait que là, tu vas à perte. Fait que ça peut arriver. Mais c'est comme ça que Ouais. ça fonctionne, des bons du trésor, puis des obligations. Tu peux en avoir pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je pense qu'il y en a même pendant des trentaines d'années. Fait que des fois, ça peut s'étaler sur du très long terme. Mais c'est considéré très, très, très sécuritaire en termes de placement. Ouais. À comparer une action que, elle, c'est selon le marché, là. Ouais. La compagnie génère des bénéfices. J'ai jamais eu de CPG ou d'obligations en tant que telles, là, tu sais, comme détenu directement. J'ai toujours eu ça via des fonds communs de placement ou des FNB, mais là, on Ouais. parle plus ici des fonds communs de placement. Donc, qu'est-ce qui arrive si justement ton CPG que tu prends avec ton institution financière ou avec ton conseiller financier, qu'est-ce qui arrive si tu en as besoin de ton CPG là, entre-temps? C'est quoi la pénalité? Est-ce que tu perds tout l'intérêt que tu aurais dû avoir d'ici à la fin? Ou ben oui, dans le fond, c'est sûr que tu vas perdre l'intérêt que tu aurais dû avoir d'ici à la fin, mais est-ce qu'il y a une pénalité en plus de ça? Que tu perds de l'intérêt que tu as déjà reçu, par exemple? Je peux pas m'avancer sur toutes les institutions financières parce que peut-être qu'ils ont des politiques différentes, mais la plupart du temps, tu ne peux pas le racheter. Ce qui veut dire qu'ils vont dire non. Puis c'est Ils souvent vont dire sur. non, carrément. Ouais, des fois, ils peuvent dire non parce que c'est un contrat que tu signes, là, tu sais, c'est une obligation de dire, ben regarde, moi, pendant 1 an, je peux pas. Certaines institutions vont mettre mordicus là-dessus, d'autres vont être plus flexibles, fait que ça dépend de l'institution financière. Puis on s'entend que même s'ils disent non, ben, tu peux peut-être t'arranger avec l'institution financière. C'est sûr que eux, c'est du cas par cas, là. Je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il y en a pour les institutions financières, mais de ce que je sais, si on prend, mettons, un placement qui est pendant 1 an, puis que l'institution accepte, il va y avoir des frais de rachat. Tu sais, mettons qu'on met 1 000 $, ben peut-être que tu vas avoir moins que le montant initial à cause des frais. Fait que, tu sais, c'est à voir, à vérifier avec l'institution financière, de leur demander au conseiller s'il arrive quelque chose, est-ce que j'ai des frais en cas de rachat? C'est une excellente question. Peut-être que ça peut surprendre. Je savais pas qu'ils pouvaient même jusqu'à refuser Ouais. Il y de a eu te redonner des. ton argent. Ouais. Il y a C'est eu des grave, cas là. de. Ben, c'est parce que eux, ce qu'ils font, c'est Je que. veux dire, je vais payer pour leur avoir, tu sais, je comprends le frais, tu sais, puis la pénalité, mais de là à dire qu'ils vont juste pas te leur donner. Parce qu'on s'entend que
eux, ce qu'ils font, les institutions financières, ben, ils vont prendre cet argent-là puis ils vont acheter des obligations, ils vont l'investir. Fait que si tu le rachètes, ils peuvent être à perte. Fait que ils vont dire, est-ce que tu as une bonne excuse? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Fait que, Wesh. fait que c'est OK. peut-être pas le genre de choses que OK. tu veux dealer, là, s'il arrive de quoi, là. Donc, dans le fond, si je comprends bien, quand on investit en attendant son fonds d'urgence, puis son CELIAP, ben, on peut mettre soit dans un compte intérêt élevé. Donc, ça, notre représentant en épargne collective peut nous aider pour faire ça. On peut aussi regarder des fonds communs de placement, peut-être prudents, si c'est pour être utilisé dans quelques années. Ça, c'est liquide, il n'y a pas de problème, là. Ouais. C'est quand on va en avoir besoin, il n'y aura pas personne qui va dire non, tu peux pas, là. Non, Ils font quand même le placement, c'est la très valeur liquide. fluctue, par exemple. C'est ça. C'est que la valeur peut changer, mais normalement, si tu prends le prudent, ça ne devrait pas changer beaucoup dans le temps, puis ça devrait quand même faire un petit peu de rendement, juste pour ne pas dire que notre argent perd de la valeur à cause de l'inflation. Mhm. Ça va te protéger un petit peu de l'inflation. Fait que ça serait la stratégie. Donc, toi, tu peux aider justement dans cette phase-là. Moi, je suis de l'optique d'y aller avec un fonds selon le profil, là. Quand mettons qu'on parle d'un jeune couple qui veut devenir propriétaire d'ici 3 ans. 3 ans, ça nous permet quand même d'avoir un horizon de placement là, qui a du jeu quand même, là. Tout dépendant de ce qu'eux me disent, si c'est modéré ou équilibré ou prudent, peu importe. On va y aller avec ça. Moi, je sais qu'historiquement, c'est souvent le meilleur move qu'un compte épargne. C'est des comptes épargne, on peut s'attendre peut-être à 1 ou 2 ou 3% là, selon l'institution financière, mais tout dépendant des fonds, on peut aller chercher un petit peu plus que ça. Il y a un risque à prendre, oui, le risque, c'est que ça peut descendre, mais historiquement, tu le sais comme moi, que les fonds vont être un peu mieux que les comptes épargne, là, historiquement. Ouais. C'est souvent ça la recommandation que j'ai à faire. Je comprends. Puis là, le fonds d'urgence aussi, je veux revenir sur tantôt, tu disais, ouais, OK, ça devrait être les dépenses de base qu'on met dans le fonds d'urgence. Mais là, techniquement, si on n'a plus de dette, on n'a plus de paiement de voiture, parce que là, je t'ai entendu dire paiement de voiture. Ouais. Ça, je veux juste mettre une petite précision. Normalement, dans le plan, il n'y a pas de paiement de voiture. Ça fait partie des dettes. Donc, ça, on a remboursé ça, puis on va s'engager à payer nos voitures cash dans le futur. Puis ça va nous aider beaucoup financièrement parce qu'on ne sera pas tenté à aller prendre la voiture à 30, 40, 50 000 alors qu'on commence dans la vie, puis on n'a rien, on n'a pas de patrimoine, puis on veut accumuler pour le futur. On va pas, puis c'est notre fonds d'urgence, il n'y aura pas besoin d'être aussi gros si on n'a pas de paiement de voiture. Puis, est-ce que tu aides les gens, des fois, à justement faire leur projet d'épargne? Parce que là, qui dit pas de paiement de voiture, on doit alors épargner pour des projets comme ça, pour acheter sa voiture, pour sa mise de fonds pour sa maison, puis son fonds d'urgence. On le pousse, puis une fois que le montant est accumulé, donc ça, est-ce que des gens font ça avec toi parfois, Ouais. avec différents comptes, puis... Ouais, souvent pour ce genre de projet-là, on va y aller avec un CELI, là, tout simplement parce que c'est Ouais. liquide, facile, puis pas de restrictions. Fait qu'on va ouvrir un CELI, on va faire un budget. Ça, c'est important. Je pense que beaucoup de personnes, puis beaucoup de conseillers aussi qui ne font pas le budget. Un budget, ça permet de mettre sur écrit là, tout ce qu'il y a comme dépenses. Puis des fois, on y pense pas, mais tu sais, comme tout le monde, là, on a le Netflix qui passe, le cellulaire, Vidéotron, Bell, whatever. Puis là, ben, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis finalement, ben, quand tu fais le budget, tu réalises, ben, OK, j'ai ça qui s'en va là-dedans, j'ai ça qui s'en va là-dedans. Voici combien je peux épargner par mois. Tu sais, pratiquement. Fait que, moi, c'est important. On en fait souvent des budgets, puis des projets comme ça d'achat de véhicules. Ouais, c'est des choses que je fais de pratique courante. Super. Après ça, la prochaine étape, c'est le moment où est-ce qu'on achète la maison. Donc là, y a-tu des choses, parfois des clients qui viennent te voir rendus à cette étape-là? Qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut retirer du CELIAP. Je ne sais pas si tu as des détails à donner par Ouais. rapport à cette étape-là. Quand on a atteint une mise de fonds, là, souvent, on va parler d'un 5-10 là, tout dépendant de comment on voit ça avec le futur propriétaire. Là. Dès qu'on atteint le 5 minimum, souvent, là, moi, je rencontre mon client en premier. Je dis, garde, tout dépendant de combien tu as accumulé, tout ça, je pense que ça pourrait peut-être être le moment d'aller voir pour une préqualification hypothécaire. Fait que moi, souvent, quand j'ai des clients qui sont rendus là, j'envoie un peu la POC à palette au courtier hypothécaire parce que vous, votre job est extrêmement importante à ce moment-là, c'est de savoir combien que le client peut avoir en financement, tout ça, puis est-ce que la mise de fonds est assez? Tu sais, moi, si je rencontre quelqu'un qui
que 35 000 en mise de fonds, je peux dire, regarde, tu aurais peut-être assez, il va voir un courtier hypothécaire, mais quand le courtier hypothécaire, il regarde les chiffres, tout ça, il dit, ben, regarde, peut-être qu'il faudrait un petit peu plus ou, fait que, tu sais, nos jobs à ce moment-là s'entrelient vraiment. Donc, moi, quand on est rendu à l'étape de ça, je réfère au courtier hypothécaire. Puis, si le courtier hypothécaire, ben lui, de son côté, il se dit, ben, regarde, ça fonctionne, les chiffres sont là, on a une bonne mise de fonds, on peut regarder pour peut-être une préapprobation. Ben là, après ça, on en regarde pour les retraits du CELIAP. Fait que quand on a une offre d'achat qui est faite avec le courtier immobilier, qu'on est prêt, qu'on est rendu là, un retrait CELIAP, c'est super simple. La plupart du monde ont peur. Faut pas, faut pas avoir peur de ça, là. On a un document à remplir, un document du gouvernement du Canada. Puis, il y a quelques lignes, on remplit ça, quelques questions. Je peux le faire avec le client. Puis, lorsque c'est rempli, on envoie ça à l'institution financière. Normalement, à quelques jours, c'est fait. Quand on parle de quelques jours, là, pour assurer, là, ça peut être 5 jours ouvrables, 4 jours ouvrables. OK. Là. Fait que, c'est pas nécessairement super long. Même chose pour le REER. Fait qu'il y a un questionnaire. Le questionnaire, c'est de savoir est-ce que vous êtes déjà propriétaire, des affaires de même. Puis quelques jours ouvrables, ça peut être fait. Fait que, Puis, quel document qu'on a de besoin? Est-ce que les clients doivent t'envoyer justement la promesse d'achat acceptée? souvent, oui, il y a un document de promesse d'achat, le document du gouvernement, puis les documents à l'interne de l'institution financière pour un rachat. Mais ça, c'est le conseiller qui va le faire, là. Euh, Le formulaire, dans le le fond. Je formulaire de comprends. rachat C'est ça, il y a des formulaires du gouvernement pour faire les retraits. Ouais, c'est ça. OK. Mais quelques documents. Mais oui, si on a une preuve d'achat qui a été acceptée, là, tu sais, souvent le courtier immobilier peut vous aider avec ça, là. C'est un document, on envoie ça au conseiller financier, puis lui, Ouais. ben, il envoie ça au siège social. Puis, idéalement, tu sais, j'imagine qu'il faut commencer ces démarches-là au moins 2, 3 semaines Oh! avant de passer chez le notaire, là, puis avoir besoin des fonds, là. Tu sais, même si ça peut prendre 5 jours, tu sais, ça ne veut pas dire que notre conseiller, tu sais, il Non, va non, pouvoir le non, il peut faire arriver la plein journée. de choses. C'est Imaginons, le ça. conseiller tombe malade, puis le Ouais, dossier tombe dans une craque, tu sais, il peut arriver plein de choses. Fait que moi, je dis un mois à l'avance. Un mois, comme ça, on est sûr. c'est ça. Quand on arrive chez le notaire, c'est important, ben, qu'on ait la mise de fonds dans le compte bancaire, que l'assurance habitation soit faite aussi, la preuve de l'assurance. Fait que, tu sais, un mois, ça Ouais. nous permet d'avoir un jeu aussi, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il y a une erreur dans le formulaire, par exemple, ou peu importe la raison, ben, on est mieux de s'y prendre d'avance. Mais un mois, Ouais. 3 semaines, un mois, ça me semble. Des fois, ça va vite. Des fois, les gens y achètent, puis là, ils veulent comme faire la clôture 2 semaines. Une semaine plus tard, des fois que j'ai vu, là, j'étais comme, OK, savez-vous que, OK, il y a des, tu sais, même les notaires, ils peuvent pas, là, souvent faire les transactions aussi rapidement que ça, là. Ça Hmm. leur prend quelques semaines d'avance d'avoir le dossier entre les mains pour préparer tout. Puis de toute façon, eux sont bookés d'avance, là, sont occupés. Ouais, il y a Les ça aussi. notaires, ça peut être difficile de trouver les professionnels là, qui vont faire la transaction. Donc oui, quand on fait une promesse d'achat, on essaie de se donner tu sais, au moins un 30 jours. Je pense que le 30 jours, c'est le minimum. Tu sais. 2, 3 mois après, ben là, il faut s'entendre avec le vendeur. Hmm, OK. effectivement. Donc, parfait. Donc, ça, c'était l'étape numéro 3, un peu quoi faire, les détails par rapport à justement notre CELIAP, on veut sortir la mise de fonds, envoyer ça au notaire. Là, une fois qu'on a notre maison est achetée, là, normalement, on n'a plus de dette. On a notre fonds d'urgence déjà parce qu'on n'est pas allé, on n'a pas retiré du fonds d'urgence pour notre mise de fonds. Ça, c'est que pour les urgences. Qu'est-ce qu'on peut faire là, ensemble? Là, maintenant qu'on a comme. En plus qu'on a acheté une maison qui ne coûtait pas cher, qui est selon nos moyens, on est allé très, très en bas de notre capacité d'emprunt. Donc, on a un gros, gros lousse dans notre budget, là. Puis on pense à notre futur, on veut prendre notre retraite peut-être dans quarantaine là, au lieu de 65 ans. Qu'est-ce que quelqu'un qui vient de voir, là, j'imagine, on a des possibilités là, Ouais. avec notre grosse épargne. Là, c'est le bout, à mon avis, qui est le plus fun, puis c'est pour cette raison-là que je fais ce que je fais. Quand on arrive à ce moment-là, c'est de faire un peu encore un budget, de savoir, OK, combien je peux mettre de côté ou je peux investir. Puis la première chose à faire, c'est toujours un profil d'investisseur. Dans le profil d'investisseur, on va déterminer l'horizon de temps. C'est comme tu as dit, mettons,
un jeune couple dans la vingtaine qui veulent prendre une retraite dans la quarantaine. Ça nous donne un 20 ans d'horizon. Fait que là, si on va faire un profil d'investisseur, puis on va se donner un 20 ans d'horizon. Après ça, ben, on va déterminer quel est le profil. D'accord? Est-ce que ça peut être prudent ou peut-être même plus croissance ou audacieux parce que là, on a du temps devant nous. Fait que ça, c'est propre à chacun. Puis là, lorsqu'on qu'on rencontre le professionnel en finance, il va déterminer le profil d'investisseur. Puis lui, son travail, ben, ça va dire, regarde, selon ce que vous m'avez dit, je vous suggère peut-être tel ou tel ou tel placement, mais aussi une stratégie. Parce que s'il n'y a pas de stratégie, par exemple, CELI, REER, régime d'épargne études pour les enfants, tout ça, ben ça sert à rien d'épargner, mais on ne sait pas dans quoi, tu sais. Fait que faut qu'il y ait une stratégie derrière ça, faut qu'il y ait un plan de match, puis souvent, ce plan de match-là va se faire dans un document qu'on appelle l'analyse de besoins financiers, ou l'ABF, là. L'ABF, ben, c'est un document où est-ce qu'il y a toutes les informations, tout ce qui est relié là, puis on remet ça au client. On peut faire une espèce de plan de match là, pour le futur. On va prendre l'exemple d'un jeune couple là, dans la vingtaine qui viennent d'acheter puis qu'eux, ils ont un budget de peut-être 1000 chacun ou 2000 chacun là, à investir. Puis eux, leur profil, ben, il est croissance. Dans un profil croissance, on s'attend à avoir de la croissance, ça c'est sûr. C'est un profil qui va avoir peut-être un petit peu plus de risques, plus d'actions aussi. Les actions, comme j'ai dit dans le début du podcast, c'est jamais garanti, ça peut fluctuer. Lorsqu'on en regarde historiquement, les actions vont générer le plus de rendement. Un rendement, là, c'est de l'intérêt, en fait, là, mais c'est pour une action, ça s'appelle du rendement. Fait que dans un profil croissance, ben, c'est à peu près un 70-30. Fait que 70% actions, 30% revenu fixe. Puis là, ben, c'est de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Souvent, on va parler de diversification. C'est important de ne pas tout mettre nos œufs en même place. Fait que si on entend parler de ça souvent. Qu'est-ce que ça veut dire mettre tous nos œufs en même place? C'est que, idéalement, on va mettre un peu sur le marché canadien, un peu sur le marché américain. Ça peut même être à l'international. Fait que ça, c'est un outil de diversification. Fait que normalement, dans un fonds commun de placement, ben, on va avoir des actions canadiennes, des actions américaines, des actions internationales, européennes. Ça peut même être sur le marché asiatique. Puis, on va avoir aussi du revenu fixe là, qui va venir diversifier tout ça. En étant diversifié, là, on limite le risque de perte. Là. Fait que ça, c'est l'excellent. Puis là, est-ce qu'il y a de la place pour la préférence des clients? C'est pas tout le monde là, qui a le même niveau de connaissance d'information, mais j'imagine que quelqu'un peut avoir des préférences. Moi, Ouais, j'aimerais ça avoir juste du S&P 500, par exemple. Il y en a-tu ça, c'est, qui ça, vont c'est dire ça? le classique. Dans le marché, dans le domaine financier en général, il y a deux types de gestion. Il y a une gestion qu'on appelle active. Avec une gestion active, c'est avec un gestionnaire de portefeuille. Un gestionnaire de portefeuille, c'est une personne, en fait, un professionnel de la finance, là, qui s'occupe de acheter et vendre des actions selon, comme bon lui semble. Là. C'est une personne qui a souvent des études très poussées. Là. Fait que lui va acheter, par exemple, du Amazon selon les résultats futurs d'Amazon. Puis, ce gestionnaire de portefeuille-là, il a une mission selon le fonds. Ça peut être, par exemple, de croître le fonds. Ça peut être aussi de sécuriser le fonds de placement. Fait que, tout dépendant de ce qu'est la mission, ben là, il peut y avoir différents types de gestionnaires de portefeuille. Fait que ça, c'est la gestion active. La gestion passive, c'est par indice. Comme tu as dit, par exemple, le S&P 500, le Nasdaq, le TSX, le CAC 40. Fait que ça, c'est une gestion passive. Il y a très peu de gestionnaires où il y a rien qui se passe là-dedans. C'est selon le S&P 500, par exemple, ou le Nasdaq. Moi, j'aime un petit peu plus les gestions passives. Historiquement, là, les gestions passives vont faire mieux qu'un gestionnaire de portefeuille. Mais après, ça dépend parce que tu peux pas avoir une gestion passive dans un profil prudent. Là. Tu sais, souvent, les gestions passives, c'est 100% action. Fait que c'est un petit peu plus risqué. Fait que ça dépend du type OK. de risque qu'on va avoir, du type de profil, tout ça. Mais quand on rencontre un client qui veut, mettons, du S&P 500, c'est très possible de l'avoir là, en fond. Là. Souvent, toutes les institutions financières, ils l'ont aussi. OK. Fait qu'il y a de la latitude à savoir justement si le client il a je sais pas, une préférence Une justement sur préférence. l'actif passif parce qu'il connaît ça. Ouais. Puis il dit ah, moi j'aime mieux justement tout ce qui est gestion passive, ben, on peut s'en aller vers notre profil d'investisseur quand même, Ouais. y aller prudent, mais
en gestion passive versus en gestion active. Mettons C'est que, c'est le on connaît, contraire. En gestion active, on va peut-être plus avoir de choix pour le prudent. Puis gestion OK, passive, on a un petit peu moins de choix parce que c'est tout dépendant de ce qu'on veut. Mais mettons le S&P 500 à titre d'exemple. Le S&P 500, c'est 500 plus grosses entreprises américaines. C'est un regroupement de ça. Vu que c'est 500 entreprises, c'est 500 actions, fait que c'est un profil audacieux qu'on apporte. Tu n'auras pas, t'auras pas de revenu fixe ou très peu là-dedans. Là. Fait que c'est ça la ben, il y a réalité. il doit y avoir de la gestion passive aussi avec les obligations. Ouais, des fonds C'est comme, d'obligation ouais, passifs, exact. Fait ouais, que oui, on peut venir apporter ça aussi là-dessus. Ouais. cool. Fait que, tu sais, nous, notre travail, c'est vraiment d'apporter les solutions. Moi, si je rencontre un client qui me dit, écoute, Raph, je connais déjà un peu ça, je veux du S&P 500, tu dois faire ce que le client te demande, là. Fait que, tu peux pas dire, Puis ben non, là, on va t'offrir quelque chose d'autre. Si le client dit que c'est ça, ben c'est ça aussi. Puis là, le client, donc, une fois qu'on embarque dans ce chemin-là, j'imagine que les clients, s'ils sont comme moi, en tout cas, ils veulent voir le rendement de, je sais pas, peut-être qu'ils vont pas suivre ça à presque tous les jours comme moi je le fais, là, Moi mais aussi. puis c'est pas nécessairement une bonne chose, là, on va se le dire, là, de suivre ses placements à tous les jours. C'est pas super bon pour le conseiller aussi parce que s'il reçoit des appels à tous les jours, ça commence à être plus de travail, là. Mais est-ce que le client a une façon de faire le suivi de ses placements? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des relevés? Il y en a combien par année? Puis y a-t-il une plateforme pour faire le suivi de ça, voir la valeur? Ouais. Comment ça fonctionne? Fait que les plateformes, normalement, toutes les institutions financières en ont une. Peu importe avec votre conseiller, il devrait avoir une plateforme où est-ce que vous pouvez avoir accès à vos placements puis de voir la valeur. Les relevés, c'est à peu près, je vous dirais, aux 6 mois, malgré que si vous appelez votre conseiller puis que vous demandez un relevé, il serait supposé de vous en avoir un assez rapidement. Des fois, il y a eu des histoires de moi, je peux pas avoir de relevé avec mon conseiller, tout ça. Si c'est le cas, là, posez-vous des questions parce que normalement, le conseiller a accès à ça en quelques secondes. Si je parle pour moi, là, je reçois un courriel qui me demande un relevé, je suis capable de le sortir en PDF, de l'envoyer là, en quelques OK. minutes. Fait que si on peut demander ça, des suivis là, aux 3 mois, par exemple, OK, Raphaël, nous avons mon relevé, je vais vous l'envoyer. OK. Ah, Donc, puis est-ce qu'il y a moyen de dire, ben moi, j'aimerais ça en recevoir un à tous les 3 mois, par exemple, là, par la le poste, le oui. fameux trimestriel, ou est-ce que je vois, tu sais, OK, qu'est-ce que ça a fait, ou Mhm. peut-être même mensuel. Peut-être c'est pas toutes les plateformes qui le permettent, là. Ça, c'est à voir mensuel, je suis pas tout à fait sûr, mais trimestriel, définitivement. Ça peut même être Ouais, envoyé par la poste. Je sais que ouais. certaines personnes préfèrent en papier, là. Fait que oui. Puis on va voir le rendement là-dedans. Est-ce qu'on va voir aussi une question de frais, combien je paye? Je pense qu'avec les normes de l'AMF maintenant, on a plus d'informations là, sur combien qu'on paye Ouais. en frais pour nos placements. Les frais, ils sont peut-être pas nécessairement dans les relevés, malgré que des fois oui, mais dans le fond de placement, là, les frais sont obligés d'être écrits. Fait que si vous avez des questions sur les frais, vous pouvez demander le relevé de placement. Puis, s'il n'est pas écrit dans le relevé de placement, vous pouvez demander la fiche du fonds. Dans cette fiche-là, il est obligé d'avoir les frais de gestion, là. OK. OK. Fait que ça se peut qu'on doive chercher un peu, là. C'est pas comme un beau rapport, mettons, annuel qu'on a avec voici là, Mhm. combien. Ouais. Mais la valeur du placement, les rendements faits, tout ça, ça c'est écrit, ça c'est sûr, là. Il peut y avoir aussi des garanties qui sont dedans, là. Fait que s'il y a des garanties, ça peut être écrit aussi dedans, là. Je pense surtout au fonds distinct, là. Mais ouais, ça c'est écrit noir sur blanc avec le placement puis tout ça. OK. Puis les ajustements ou les suivis, donc une fois qu'on a ça en place, que ça roule, tout va bien, on voit combien que ça fait de rendement, tout ça, puis si on veut ajuster le tir, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une rencontre prévue systématiquement une fois par année avec notre conseiller représentant? Idéalement, Pour... oui. Faudrait avoir une rencontre annuelle. Pour ma part, je parle à tous mes clients 1 à 2 fois par année, même des fois plus que ça. La première fois que je leur parle, c'est en début d'année, janvier, février, mars. Souvent parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le domaine la campagne REER. Fait que c'est une période qui est extrêmement importante. Il y a beaucoup de clients qui vont prendre des REER à cette période-là. Fait que ça, c'est à tous mes clients de placement, je leur parle sans exception. Puis, il peut y avoir une deuxième discussion qui se fait à peu près 6 mois plus tard. Ça peut être vers septembre,
même des fois à août, juillet, tout dépendant des vacances, bien sûr, là, il y a l'été aussi, là. Fait que, en début d'année, puis je dirais peut-être plus vers septembre, là, il peut y avoir une deuxième discussion. Après, ça dépend des clients aussi. Il y en a certains que c'est une fois par année. Il y en a d'autres qui ont besoin deux, trois fois. Fait que ça peut être un petit courriel, ou voir comment que ça se passe, ou un petit appel OK. téléphonique aussi. OK. Fait qu'on est en contact, puis c'est prévu là, de se parler au moins une Idéalement. fois par... Puis Ouais. si on parle des fonds communs de placement, les autorités demandent une revue annuelle. Puis s'il y a OK. un rééquilibrage à faire, fait un rééquilibrage, c'est est-ce qu'on est toujours sur la même voie qu'on est supposé d'être? Des fois, ça peut dévier de cette voie-là, tout dépendant de ce qu'on prend. Fait qu'il faut s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Fait que une fois par année, mais des fois, ben, tu sais, si vous n'avez pas eu de nouvelles de votre conseiller depuis 10 ans, là, peut-être un petit problème par rapport à ça, là. Un conseiller, là, mettons qu'on a une question à lui poser là, par courriel, combien de temps normalement que ça devrait prendre avant qu'il nous donne une réponse, C'est- qu'il Ça, communique avec nous? ça dépend du volume d'affaires qu'il y a. Tu sais, s'il est tout seul, moi, mettons, dans mon cas, c'est assez rapide. Tu sais, les week-ends, bien sûr, je travaille pas, là, mais du lundi à vendredi, normalement, à 24 heures, vous avez une réponse. Puis si c'est pas le cas, ben, j'écris un Ah, la journée courriel. même, hein? Ouais, moi, 24 heures ouvrables à peu près OK, OK, la journée 24 heures. OK, ou le j'avais lendemain. compris 4 heures. OK, Non, c'est non, bon. OK, 24. quand même. On se donne jusqu'au lendemain, Ouais. peut-être. Mais c'est quand même très, très bon. Ouais. Puis, tu sais, si, admettons, on a une question spécifique, admettons, là. Je vais écrire un courriel à mon client de dire, regarde, je vais aller vérifier de mon côté, puis je te reviens. Parce que sinon, tu sais, si on n'a pas eu de réponse, ben là, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, le temps de vérifier. Puis, Ouais, fait que ça, c'est pour moi. Pour les autres, je peux pas parler, par exemple. je comprends. Donc là, on a fait l'étape numéro 4. Ça, c'est la grosse étape, dans le fond. Là, c'est là que, tu sais, on va essayer de maxer notre REER, on va maxer notre CELI, puis après ça, je sais pas, Régime là, après ça, d'épargne-études on va aussi. peut-être, oui, les régimes d'épargne-études, on va conseiller par rapport à ça. Ça va être, c'est ça, il y a plusieurs phases. Là, quand les enfants vont commencer à aller à l'école aussi, on va se parler pour savoir comment sortir ça. Peut-être que, c'est ça, là, peut-être que tout ça va être topé parce qu'on a des bons revenus, puis que là, on va en mettre dans du non enregistré. Peut-être qu'on va aller investir après ça dans l'immobilier parce que, bon, ben, ou aller faire du reprenariat parce que ça aussi, rendu dans trentaine, c'est une bonne façon de construire son patrimoine. On va pas le placer en attendant, mais peut-être pour le placer dans des, après ça, investir, avoir des projets. Dernière étape dans les 5 étapes, c'est de rembourser son hypothèque. Je ferais le parallèle par rapport à un petit peu la retraite. Puis une fois qu'on arrête de cotiser, puis que là, on pense plus à comment optimiser ça fiscalement, puis comment qu'on va décaisser ça. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire par rapport à à cette étape-là? Ouais. OK. Au niveau du décaissement fiscalement, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Tu sais, il y en a certains qui vont des fonds de pension, d'autres qui vont avoir de l'immobilier, des revenus immobiliers. Fait que c'est sûr que quand on a plusieurs sources de revenus, là, le comptable, c'est notre meilleur ami. Parce que on n'est pas comptable, on n'est pas fiscaliste, on est des conseillers en sécurité financière. Fait que on a une base en fiscalité. Cette base-là peut être poussée selon certains. Ça dépend des études. Il y a certains cours qu'on peut prendre pour aller pousser ça. Je donne un exemple des planificateurs financiers. C'est un autre titre. Eux, les planificateurs financiers, ont un peu plus d'expérience, puis ont un petit peu plus de connaissances d'études poussées sur le décaissement, la fiscalité. Nous, on en a Toi, est-ce que une. tu travailles avec des planificateurs financiers Dans justement certains cas, oui. pour certains clients qui t'arrivent, puis Ouais, là, tu dis, OK, peut-être ça serait bon d'aller voir un mon planificateur. collègue planificateur. Oui. Ouais. Dans certains cas, OK. oui, parce qu'on est capable de faire certains cas, tout dépendant de l'expérience, tout ça. Mais il faut être réaliste que si on arrive dans un cas qu'on est comme plus ou moins à l'aise ou tu sais, tout dépendant de la situation, ben, on va aller chercher les ressources nécessaires. Là, tu sais, on veut pas se tromper, puis on veut pas induire en erreur une retraite de quelqu'un. Là, tu sais, des fois, ça peut être des montants importants. Fait que il y a ça qui est en jeu aussi. Là, tu sais, c'est important une retraite. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est aller chercher le professionnel qu'il vous faut selon la situation que vous avez. Comptable fiscaliste, définitivement, d'avoir un petit peu leur avis par rapport à ça, ça peut être bien. Planificateur financier ou le conseiller en sécurité financière. Là, ce qu'on arrive dans la retraite, là, souvent, ce qu'on va demander, c'est un actif à jour des placements.
quel est vos REER? Quels sont vos CELI? Est-ce que vous avez un fonds de pension? Est-ce que vous avez de l'immobilier, des dettes, tout ça? Fait que vraiment comme actif-passif, là, voir un peu le sommaire. Puis là, après ça, on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'on décaisse en premier. Est-ce qu'on prend les rentes aussi? Il y a l'histoire des rentes. Fait que on a la Régie des rentes du Québec, on a la Sécurité vieillesse. Ouais. La Régie des rentes, on peut la prendre à partir de 60 ans, on peut l'écouler jusqu'à 71. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi là, à prendre en considération. Les REER, c'est avantageux, mais lorsqu'on retire les REER, il va y avoir un impôt à payer, c'est un revenu. Fait que, si on retire, par exemple, 150 000 de REER par année, ben, ça va apporter une imposition là-dessus. Fait que des fois, peut-être de diversifier tes sources de revenus avec le CELI, ben, on vient réduire l'impôt moyen. Fait que, tu sais, c'est toujours de l'optimisation. C'est comment est-ce qu'on peut venir à aller chercher le plus possible, puis peut-être payer un peu moins d'impôts lors du retrait. Excellent, Raphaël. On a fait le tour des 5 étapes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter par rapport aux 5 étapes? Je dirais que c'est pas mal ça, là. Je vous dirais que c'est pas mal ça au niveau des placements. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on n'a peut-être pas parlé. La chose qui me vient en tête, c'est au niveau des assurances, peut-être qu'on a un peu moins parlé, qui ont un travail à faire, là. Tu sais, si on regarde à l'étape 3, par exemple, qui est l'achat d'une maison. Lorsque vous avez acheté une maison, souvent, il va y avoir une recommandation qui va être faite, peut-être une assurance temporaire pour couvrir le risque en cas de décès, là. Nous, ce qu'on peut parler rapidement là, en finance, souvent, ce qu'on dit, c'est le risque, c'est le remplacement de revenus. On va prendre l'exemple d'un couple qui gagne un revenu ménage ensemble là, de 100 000 par année. Bien, ils achètent une propriété selon leurs moyens à eux à 100 000 par année, mais s'il y en a un qui décède, ben là, ça vient des revenus de 50 000. Fait que faut pallier ce risque-là. Ben, l'assurance vie temporaire fait la job. Fait que, tu sais, lorsqu'on est rendu à l'étape 3, souvent, c'est là qu'on regarde pour les assurances. Puis l'assurance aussi peut être un outil de diversification. Il y a des assurances avec des placements. Je pense à des assurances participatives, assurances universelles. À voir avec votre conseiller, parce que souvent, on va recommander les outils comme le CELI et les REER en premier, là. Mais ouais, c'est ça. Les assurances, ils ont une job à faire. Ouais. Souvent à l'étape 3, je dirais. On est obligé, même. Moi, je suis obligé, quand on fait une approbation hypothécaire, il faut mentionner l'importance de bien protéger son patrimoine en cas de décès, invalidité. Ouais. Puis, moi, ça fait partie de mon processus, là. Dès qu'on a l'approbation hypothécaire, j'envoie mes explications par rapport. Puis là, ben, ça se peut que les clients aient besoin de parler justement à un conseiller en sécurité financière. Puis c'est pour ça que je vais référer à Raphaël plus en détail dans cette question-là, qui vont faire l'analyse justement des besoins en assurance, puis qui peut répondre à toutes les questions. L'assurance invalidité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, c'est quelque chose que j'en parle à tout le monde, là. Mettons, on prend l'exemple d'un travailleur autonome. Il n'y a aucune sécurité financière. S'il achète une propriété, l'assurance invalidité, c'est ce qui va couvrir ses revenus. Fait que s'il tombe en arrêt de travail et qu'il ne peut plus travailler, ben, il n'y a pas de revenus qui rentrent vu que c'est un travail autonome. Une assurance invalidité, ça va venir remplacer son revenu, qui va lui permettre de payer l'hypothèque. C'est comme tout est relié ensemble, tout est hyper important. Si on veut acheter une propriété, ben, avoir un bouclier comme une assurance, c'est important. C'est important. Puis moi, j'ajouterais là-dedans, juste pour faire la promotion de mes 5 étapes, que si on suit les 5 étapes, qu'on oublie l'endettement, puis qu'on va chercher une maison qui est vraiment, vraiment en dessous de sa capacité d'emprunt, notre besoin d'assurance va diminuer. Effectivement. Tout à fait. Le coût Donc ça, d'assurance c'est un va avantage. diminuer Moins de aussi. besoin d'assurance, moins de frais, moins de primes. Parce que le conseiller en sécurité financière, il va regarder votre dossier. Si on a des dettes, habituellement, on va vouloir les assurer. Fait que si on n'a pas de dettes, ben là, le coût d'assurance va réduire. Fait que c'est L'effet de levier, c'est le fun, c'est le party, l'argent coule à flot, mais il y a des frais qui s'ajoutent à ça. L'assurance embarque là-dedans. Ouais. OK. Ben sur ça, je terminerai l'enregistrement. Raphaël Delamare, merci. Vraiment gentil d'être venu me parler encore aujourd'hui sur le podcast. Un plaisir. Et puis, j'espère qu'on pourra répéter l'expérience et je te souhaite une excellente journée. Merci, toi aussi. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook
à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.